Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va continuer le CM6 de géographie de la population qui porte sur population et développement. Et là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet puisqu'on va s'intéresser aux disparités de développement en commençant par questionner comment on mesure le développement. On a parlé de la richesse juste avant, qui est un indicateur, on l'a vu, qui a de fortes conséquences, mais qui en fait est assez limité, pour étudier la situation d'un pays, puisque c'est seulement une mesure de la production économique, qu'en plus les revenus sont inégalement distribués dans les sociétés, hein, donc ça veut pas dire que parce qu'un État est riche, la population en bénéficie forcément. Et donc on va plutôt, pour amener un indicateur, on va dire plus complet et plus réaliste sur les conditions de vie de la population, on va s'intéresser au développement humain. Développement humain, la définition de développement en fait, ça permet de mesurer l'amélioration des conditions de vie d'une population. Et c'est un indicateur que vous avez sans doute, déjà croisé, hein, c'est l'IDH, l'indice de développement humain, qui permet de mesurer le développement et donc l'amélioration des conditions de vie d'une population. Et cet IDH, pour résumer, hein, indice de développement humain, IDH, Heu, il est calculé entre 0 et 1 et plus il est proche de 1, meilleures sont les conditions de vie. Et si vous avez une carte, hein, vous voyez, les conditions de vie sont considérées comme très élevées quand c'est à plus de 0,800 et faibles quand c'est à moins de 0,500. Hem, pour comment on mesure l'amélioration des conditions de vie? Alors, évidemment, c'est un indicateur qui est soumis, à critique, hein, on pourrait imaginer autre chose, mais ce qui a été, pris en compte, c'est 3 dimensions. La richesse, alors la richesse par habitant, c'est le PIB par habitant qui est pris en compte. Ensuite, l'éducation, la durée moyenne de scolarisation et enfin l'espérance de vie à la naissance. Donc un indicateur démographique santé, l'éducation, c'est un indicateur sur l'éducation et la richesse, voilà. Donc ces 3 dimensions font partie, de l'IDH et cet indicateur de l'IDH, il est important parce qu'il vient, enfin, justement, il vient nuancer celui qu'on a vu avec le PIB par habitant, quand il y a seulement la richesse, qui est importante, c'est pour ça qu'elle est inclue dans l'IDH, mais une richesse élevée ne suffit pas à garantir un haut développement humain. Je vais vous donner un exemple concret pour le montrer. L'île de Cuba, a un faible revenu par habitant, environ 6 800 $. Mais l'IDH, il fait partie de la catégorie élevée, parce que les 2 autres indicateurs sont importants. Il y a un très haut niveau de scolarisation, hein, 98 de scolarisation en primaire, encore 86 dans le secondaire et l'espérance de vie est élevée à 79,4 ans. 79,4 ans, c'est une espérance de vie qui est plus élevée que celle des États-Unis. Donc ça explique pourquoi malgré un faible revenu par habitant, l'IDH de Cuba est plutôt élevé. Voilà, c'est juste, là, on arrive à nuancer la richesse avec d'autres indicateurs qui sont importants, pour la population. Donc on voit que l'IDH est très élevé, en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, sur la zone Japon, Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les pays pétroliers et Chili et l'Argentine. Les IDH faibles sont plutôt en Afrique subsaharienne, quelques pays d'Asie du Sud également, où, les IDH sont plutôt faibles, ou moyens. Ce qu'il faut noter, c'est que quand on regarde l'IDH des pays émergents, que ce soit la Chine, le Brésil ou la Russie, ces pays ont un bon IDH. Ce qui montre que, non seulement, on parle de pays émergents parce qu'ils connaissent un fort accroissement des richesses, hein, ils ont des forts taux de croissance, mais c'est pas juste une richesse, qui n'est pas redistribuée, enfin, en tout cas, pas partiellement, puisque, cet accroissement des richesses est complété par une amélioration des conditions de vie. Les inégalités restent fortes, mais il y a vraiment une amélioration des conditions de vie dans ces pays. Je vous ai mis un petit tableau pour comparer, l'IDH, on va dire, maximum et l'IDH minimum. Pour l'IDH minimum, ça dépend, des années. Donc là, j'ai complété, par rapport aux chiffres que j'ai trouvés pour le Niger, mais vous trouverez aisément selon les années aussi la Somalie, la République centrafricaine. Donc voilà, soyez pas étonnés si vous trouvez d'autres chiffres. C'est des pays, qui ont un IDH très proche, parfois même, identique et donc selon les pays, la dernière place change alors que, pour le coup, la Norvège, ça fait, plusieurs années que c'est l'IDH le plus élevé. Et donc vous voyez les différentes composantes de cet IDH, hein, le PIB par habitant, l'espérance de vie, la durée moyenne de scolarisation, voilà,
pouvez regarder pour voir, bah, les à l'échelle mondiale, à quel point ces écarts peuvent être importants. Ce qui me permet juste de noter, vous vous rappelez pour, Chicago et les 2 quartiers, l'écart de l'espérance de vie moyenne entre la Norvège et le Niger est moins importante qu'entre les 2 quartiers de Chicago. Donc j'espère que ça vous permet quand même de garder en tête que, dès qu'on prend une analyse plus fine, hein, on regarde à plus grande échelle, les écarts, les inégalités peuvent être encore plus fortes que quand on regarde à l'échelle nationale. Voilà. Ensuite, un petit point sur les indices démographiques, comme indicateurs du développement. Donc, on a vu que dans la mesure de l'IDH, on prenait en compte l'espérance de vie, qui est un indicateur démographique, mais il y a d'autres indicateurs qui renseignent sur le développement, et qui permettent de montrer aussi les inégalités. Déjà, il y a celui de la mortalité infantile. On en a parlé un petit peu, et la mortalité infantile, donc c'est le nombre d'enfants qui meurent. Alors ça dépend des mesures, des fois c'est avant 1 an, parfois c'est avant 5 ans. C'est un indicateur très fort du développement. Il est considéré par plusieurs chercheurs comme en fait encore plus signifiant que celui de l'espérance de vie. Heu et si on regarde, cette courbe, historiquement la mortalité infantile, elle est très élevée. En 1955, la moyenne mondiale, elle est de 152 enfants pour 1000, donc 152, donc en fait c'est 15 des enfants qui meurent, hein, si vous ramenez ça sur 100. 500 mais on compte pour 1000 parce que maintenant on a des chiffres, qui sont très bas. Et aujourd'hui, la plupart des pays, occidentaux ont réussi à réduire leur mortalité infantile en dessous de 5 pour 1000. La moyenne mondiale, elle est de 36 pour 1000 et les pays en développement sont à 39 pour 1000. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde cet indicateur, il fait apparaître les inégalités sociales à l'intérieur des pays. Parce que pour que le taux de mortalité soit très faible, il faut que, bah, l'intégralité de la population ait accès, à un bon système, on va dire, de soins. Et dans un pays où il y a des inégalités fortes dans la population, bah, comme les États-Unis, finalement, les États-Unis qui, quand on regarde la richesse extrêmement bien placée, hein, n'est qu'au 42e rang mondial, derrière la plupart des pays de l'OCDE, en termes de mortalité infantile, avec 7 pour 1000. Donc voilà, la 1er indicateur important du développement, en plus de l'espérance de vie, il y a la mortalité infantile et l'autre c'est, bah, du coup l'espérance de vie, je viens de le dire. Heu Ce qui est intéressant, je prends juste le temps d'expliquer ce graphique, c'est une courbe, chaque point représente un pays et ils sont placés en fonction de leur PIB par habitant et du nombre d'années d'espérance de vie. Et ce qu'on voit, c'est que, bah, déjà, il y a plutôt une corrélation forte entre le PIB par habitant et le nombre d'années d'espérance de vie. Dès que le PIB par habitant augmente un petit peu, le nombre d'années d'espérance de vie augmente fortement. Et ensuite passer, on va dire une certaine richesse, en fait, ça se tasse, ça augmente plus lentement et donc c'est assez intéressant à étudier puisque ce que ça montre, c'est que pour les pays qui ont un revenu intermédiaire, on va dire ceux qui sont par là, le développement économique permet vraiment une amélioration très rapide de l'espérance de vie. Dès qu'on les la population gagne plus de richesse, l'espérance de vie s'allonge. Mais pour les pays développés qui vont être plutôt là, bah, la courbe en fait s'aplatit parce que l'enrichissement de la population, ne se traduit plus par des progrès de santé. Au contraire, ça va alimenter une consommation qui est pas forcément nécessaire, hein. Avoir accès, je sais pas, à, des équipements, technologiques plus développés, ça va augmente pas votre espérance de vie, alors que accéder à une alimentation de meilleure qualité, oui. Donc on a, un lien qui est très fort, mais passé, un certain nombre de enfin, un certain niveau de richesse, les conséquences sur l'espérance de vie ralentissent. Voilà, ça c'était juste pour, rapidement, montrer que les indices démographiques sont de bons indicateurs du développement. Et là, je vais prendre le temps de faire une grande étude de cas, pour montrer vraiment, à quel point le développement et la croissance démographique sont vraiment intrinsèquement liés, hein, étroitement liés et on va s'appuyer pour ça sur une étude de cas sur les pays sahéliens et on va essayer ensemble, de voir un peu, enfin je dis ensemble, j'aurais bien aimé qu'on soit plus ensemble, mais bon, à distance, de voir vraiment comment tous les aspects du, développement, vont être liés à des aspects démographiques et que enfin tout s'entraide. Donc déjà, bah, pour faire ça, je me suis appuyée sur un article, dont vous avez le titre ici, hein, «Les défis démographiques des pays sahéliens» et pour situer le Sahel, vous avez une carte en dessous. Le Sahel, c'est, la on va dire la bande au sud du Sahara
C'est une définition en fait qui est climatique. C'est une région qui est semi-aride, qui se situe entre le Sahara, donc qui est au nord, et les savanes, de l'Afrique, considérée comme l'Afrique plus humide au sud, et donc cette bande sahélienne, elle inclut une dizaine de pays. Et c'est une région qui fait face à de nombreux défis. On est dans l'Afrique subsaharienne aussi, hein, pour vous situer. Déjà, on va revenir un petit peu sur les défis. Déjà, c'est une région qui fait face à une pauvreté globale. Le PIB par habitant, donc là, vous l'avez pour les pays du Sahel, hein, que vous pouvez comparer avec le PIB tout court, mais on va se concentrer sur le PIB par habitant, qui est une meilleure mesure, heu, justement démographique, hein, pour rapporter au nombre d'habitants. Il varie c'est entre 600 et 800 $ par habitant, par an, pour l'Érythrée et le Niger, pour les pays les plus pauvres, et la République centrafricaine aussi d'ailleurs, enfin la République centrafricaine entre 800 et 1000, et au maximum, un peu plus de 2 000 $ par habitant par an pour, le Nigeria, le Soudan et la Mauritanie. Ça paraît peu, ça l'est, il vous manque peut-être, l'ordre de comparaison, la moyenne mondiale, elle est de 18 000. Donc là, on est dans une région où les pays les plus riches par habitant sont à moins de 4 000 quand la moyenne mondiale est à 18 000 $ par an. Donc voilà, un défi de la pauvreté. Hem Également, un défi lié à l'insécurité, dans cette région qui est causé par l'action, enfin qui est renforcée en tout cas, par l'action de plusieurs groupes terroristes. Alors vous en avez plusieurs ici, vous avez, AQMI, c'est Al-Qaïda au Maghreb islamique, Boko Haram, Mojao, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, ou encore Daesh qui commence à s'implanter, et donc ça, déjà ça déstabilise les régions, ça amène à une lutte, on va dire difficile, pour des États dont plusieurs sont considérés déjà comme des États fragiles. C'est le cas de l'Érythrée, du Tchad, du Soudan, de la Guinée-Bissau, parce qu'ils connaissent déjà des troubles intérieurs, et donc ça rend plus difficile pour ces États considérés comme fragiles, le contrôle de l'intégralité du territoire. Ça, c'est un autre défi, c'est, on va dire l'instabilité politique renforcée par les actions terroristes. Et puis, pour, situer, tout ça, c'est qu'on est ces pays du Sahel sont en fait au cœur de leur transition démographique. Vous voyez, ils sont tous au début de la transition, ils sont tous en vert. Connaissent un très fort accroissement démographique. Ils ont connu une réduction de la mortalité. Heu, donc je vous rappelle, hein, la transition démographique, il faut vraiment que vous la connaissiez très bien, que vous compreniez bien, que vous soyez capable de lire, et de l'appliquer, hein. J'insiste, c'est très important comme notion. C'est la notion cœur en fait, on va dire de ce cours. Donc, ils ont connu d'abord une réduction de la mortalité, première phase de la transition démographique, alors même si elle reste encore élevée, mais notamment parmi les enfants. Non, j'ai pas mis de graphique là-dessus. En gros, entre 1990 et 2012, la mortalité infantile, elle est divisée entre 2 et 3 selon les pays. Donc c'est quand même une réduction très forte, hein, une division par 2 ou par 3. Mais, et c'est pour ça qu'on est dans la première phase et pas encore dans la deuxième phase, c'est que cette réduction de la mortalité ne s'est pas, alors pas encore, en tout cas pas pour le moment, accompagnée d'une réduction de la natalité. C'est là qu'on voit que l'indice de fécondité, donc le nombre d'enfants par femme, est très élevé, parmi les plus élevés du monde. En tout cas, dans les pays du Sahel, on a le Niger où, le taux de fécondité est le plus élevé au monde, et donc pourquoi, ce taux de fécondité est élevé dans les pays du Sahel? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ça s'explique par une préférence qui est forte pour les familles nombreuses. Il y a des enquêtes qui ont été menées auprès des femmes de 8 pays du Sahel, des femmes qui avaient entre 15 et 49 ans, donc en gros la période de fertilité, en leur demandant quel est leur nombre idéal d'enfants. Combien d'enfants elles voudraient avoir dans l'idéal, s'il n'y avait pas de contraintes. Et les chiffres varient. Au minimum, c'est au Sénégal, où les femmes, en moyenne, disent que le nombre idéal d'enfants, c'est un peu plus de 5, et au Niger et au Tchad, c'est 9. Heu, donc on voit un souhait, qui d'avoir beaucoup d'enfants. Heu et l'autre aspect, c'est, une faible utilisation des moyens de contraception modernes. Donc, par exemple, pour vous donner un chiffre, au Tchad, c'est seulement 2 des femmes en couple qui utilisent des moyens de contraception modernes. Alors, il y a deux aspects sur cette faible utilisation des moyens de contraception modernes. Il y a la difficulté d'accès, mais aussi la faiblesse de la demande. On a vu l'argument plus haut, les gens veulent beaucoup d'enfants, ils n'ont pas de raison d'utiliser une contraception dans ce cas-là. Par exemple, pour rester sur le Tchad, seulement 33% des femmes souhaitent un accès à la contraception, ce qui est la moitié de la demande moyenne dans les pays en développement.
Alors, ça veut dire que 33 des femmes souhaiteraient un accès, que seulement 2 l'ont. Donc on a aussi un gros problème d'accès, mais qui se double aussi d'une volonté de familles nombreuses. Et enfin, un autre élément qui explique l'indice de fécondité élevé, c'est les fortes inégalités de genre. On est dans des pays où le statut des femmes peut être fragile, avec de nombreux mariages très jeunes qui augmentent, l'indice de fécondité, à l'échelle de la vie des femmes. Les projections pour 2050 anticipent une baisse de la fécondité. On pense enfin les chiffres, postulent moins de 3 enfants par femme pour l'Érythrée et le Soudan. Mais malgré cette baisse de la fécondité, on suppose encore des niveaux élevés pour certains pays, par exemple supérieurs à 4 enfants pour le Mali et le Niger. Donc en gros, sans retenir forcément les chiffres, on anticipe une baisse de la fécondité, mais qui va rester importante. Le fait qu'on soit dans la première phase de la transition démographique, c'est donc le moment où l'accroissement de la population est le plus fort. Voilà, là vous avez un graphique qui montre que les taux d'accroissement de la population sont parmi les plus élevés au monde. Bon, ça s'explique pour 2 raisons. On a beaucoup de populations jeunes, en âge de procréer et un indice de fécondité élevé, tout ça ensemble, ça fait beaucoup d'enfants et donc on estime que d'ici 2050, la multiplication de la population, va être entre 2 et 4 selon les pays sahéliens, heu, donc ça fait, une augmentation très forte. Donc voilà, là on a vu un peu les défis, on a vu, la situation démographique et donc on va s'intéresser au lien entre les 2, en se posant la question en montrant que la croissance démographique est difficilement compensée dans ces pays par une croissance économique et donc c'est ça, qui, pèse, ça c'est difficile pour permettre le développement de la région. Donc ce qu'il faut dire quand même, c'est que la croissance économique est forte, voire très forte. Le Tchad qui est, là très foncé, c'est 9 par an, sur, cette période de croissance économique. Mais en fait, la croissance de la population est tellement importante que même cette croissance économique forte est insuffisante par rapport à l'accroissement de la population, et donc le PIB par habitant, n'augmente que très peu, même si le PIB augmente. Par exemple, le PIB total du Burkina Faso, il a été multiplié par 7 entre 1970 et 2012, le PIB par habitant seulement par 2. Si vous retenez pas les chiffres très précis, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de retenir l'idée. On a, malgré une forte croissance économique, la croissance démographique est telle que ça ne permet pas d'augmenter le PIB par habitant, à tel point que pour certains, il stagne, et puis pour certains, il diminue même. Le PIB par habitant du Niger, il a réduit, donc sur les mêmes dates, entre 1970 et 2012, il est réduit de 40%, parce que la croissance démographique est très forte et n'est pas absorbée par la croissance économique. De plus, la croissance forte de la population, ça veut dire qu'on a une population jeune, beaucoup d'enfants et je vous rappelle, l'indice de charge démographique, c'est la part de la population, soit de moins de 20 ans, soit de plus de 65 ans, par rapport à la population entre les 2, qui est la population active en âge de travailler. Quand on regarde les pays sahéliens, l'indice de charge démographique, il est tout forcément supérieur à 100. Donc il y a plus d'une personne dépendante pour une personne qui travaille. Et donc c'est une charge importante pour les États pour assurer l'éducation, la santé, l'alimentation, l'entrée sur le marché de l'emploi de tous ces jeunes. La croissance démographique, ça implique aussi une augmentation des besoins. Heu, on va regarder la question de la pression sur l'alimentation et l'agriculture. On est dans un espace où la majorité de la population vit de l'agriculture. On a dit la caractéristique, climatique du Sahel, c'est que c'est un espace semi-aride, donc dépendant des pluies, où l'irrigation est peu répandue, l'accès à l'eau est difficile, la végétation est peu fournie et donc l'agriculture est extensive. Elle s'étend sur de grandes surfaces. Sauf qu'une agriculture extensive, qui consomme beaucoup d'espace, n'est possible que parce qu'il y a des faibles densités. Et l'augmentation des densités conduit à la mise en culture de davantage de terres et donc ça a plein de conséquences, on va dire agricoles, la suppression de la jachère, c'est-à-dire, le moment où un sol n'est pas cultivé pour qu'il retrouve sa fertilité. Ça va aggraver l'érosion des sols, ça va conduire à de la déforestation qui sont, des accélérateurs de la désertification, donc là on va dire l'avancée du désert. Et en plus, sur le plan social, ça crée des conflits, par exemple, entre les cultivateurs et les éleveurs. Donc ça crée une fragilité alimentaire et en plus, des conflits.
Et donc on a un constat où la production de nourriture augmente, mais la population augmente encore plus vite et donc la production de nourriture par habitant dans cette région du monde a diminué. Aujourd'hui, 27 de la population des pays du Sahel souffre de sous-alimentation chronique et ces difficultés, elles, augmentent avec les changements climatiques. Heu, ces changements climatiques ne s'appliquent pas de la même manière partout dans le monde. Heu, Au Sahel, on considère que la température du sol pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici 2050. On a dit la croissance démographique implique une augmentation des besoins, on a parlé de l'alimentation, ça augmente également la pression sur l'éducation et la santé. Alors, ces pays connaissent des progrès dans ces deux domaines, mais les indices sont encore préoccupants. L'importance du nombre de naissances, donc du taux de natalité, ça a des conséquences très fortes sur le système de santé. On estime qu'au moins la moitié des dépenses du système de santé dans ces pays sont consacrées aux mères et aux enfants. Donc les soins pré et post-nataux, avant et après la naissance, les accouchements, les vaccinations pour les enfants. Or, les budgets de santé sont faibles, hein, donc environ 10 des dépenses totales, ça fait moins de 50 $ par personne pour la plupart des pays. Donc c'est, la natalité fait peser un poids fort sur le système de santé. Et pour l'éducation, bah, le nombre important d'enfants amplifie les difficultés de scolarisation. Hop. Là, vous avez sur cette carte le nombre d'années de scolarisation. Alors vous oubliez, hein, la limite nord-sud qui est indiquée en vert, hein, ça c'est enfin ça a aucun sens cette limite, maintenant c'est dépassé donc ça vous elle est sur la carte mais vous faites comme si elle n'existait pas. Nous, ce qui nous intéresse, les pays du Sahel sont bien en dessous de la moyenne mondiale, avec un taux de scolarisation dans le primaire qui est entre 20 et 40 heu et en plus, l'afflux massif de jeunes, lié à la forte croissance démographique est difficile à gérer pour les systèmes scolaires et ça conduit à une détérioration de la qualité de l'enseignement. Hem, Vous avez peut-être trouvé pendant votre scolarité que les classes étaient chargées, donc laissez-moi vous parler du Tchad. En primaire, il y a une moyenne de 64 enfants par classe dans les zones urbaines. Dans les zones rurales, donc en primaire, hein, il y a plutôt autour de 100 enfants par classe, dans les zones rurales. Donc dans ces conditions, bah, l'enseignement est difficile et donc l'éducation a du mal en fait à jouer son rôle d'ascenseur social. Et donc tout ça explique, après cette longue démonstration du lien, très fort entre la croissance démographique et les défis du développement, bah, tout ça explique que les pays sahéliens ont donc de faibles indices de développement humain. Alors, évidemment, tout ça, ça donne une vision négative, faut pas oublier tous les progrès et tout le potentiel de développement, mais les défis démographiques sont réels et parmi les plus importants du monde. Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo et dans la prochaine, on regardera le lien entre population et ressources.